Salut tout le monde, c'est Alex et on se retrouve pour l'épisode 2 sur le dopage. Alors vous avez été très nombreux à répondre à cet épisode 1, vous avez été très nombreux à faire comme j'avais dit, donc discuter dans les commentaires calmement et poliment et franchement je vous invite à recommencer. Petite précision du coup, avant que je débute cette deuxième partie, c'est que c'était une phase d'introduction. Ici on va vraiment rentrer dans le cœur du sujet avec le dopage hors du sport en parlant des pratiques dopantes. Donc c'est vraiment ce qui va nous intéresser et puis ce qui va nous intéresser c'est ce qui vient après. Donc mon but n'était pas de faire de la polémique sur l'AMA, etc. Mon but n'était pas non plus de savoir quel produit était interdit ou pas. C'était vraiment une phase d'introduction. Moi je vais plutôt m'intéresser aux sciences sociales. Cependant, si vous voulez savoir si les produits que vous utilisez sont des produits dopants ou pas, il y a une liste qui est faite par l'Agence mondiale antidopage. Et si vous êtes dans l'UCI, il y a une liste que l'UCI a créée pour savoir quels produits sont autorisés ou pas autorisés. Et si vous avez des questions, je vous invite à toujours les poser dans les commentaires ou à venir sur Instagram. Je pense avoir répondu à tout le monde. Donc voilà. Allez, let's go pour cette deuxième partie. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous prendre un café parce qu'on est parti quand même pour un petit moment. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, on va donc parler du dopage hors du sport. Pour parler du dopage hors du sport, on va parler des conduites dopantes. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que les conduites dopantes, elles sont présentes dans le sport et hors du sport. Sauf que pour la vie de tous les jours, on ne va pas parler de dopage, mais on va parler uniquement des conduites dopantes. Mais je le rappelle, les conduites dopantes sont aussi dans le sport et donc c'est ça qui va permettre d'expliquer pourquoi en fait les sportifs se dopent. En fait, les sociologues, ils ne se sont pas intéressés, en tout cas dans la partie que je vais voir maintenant, aujourd'hui, ils ne se sont pas intéressés en fait à pourquoi le sportif se dope, mais ils se sont intéressés à pourquoi les gens veulent améliorer leur vie et donc utiliser des produits dopants. Donc, j'ai mis des exemples ici. Par exemple, un article examine ces étudiants qui se dopent pour faire face. On le verra plus tard, mais il y a des étudiants qui, pour pouvoir mieux retenir leur matière et mieux étudier, utilisent des produits dopants dangereux pour la santé. Et alors, à côté, j'ai mis des photos du Viagra. Donc, on en a déjà parlé dans l'épisode 1, mais le Viagra, pour le sportif, ils peuvent l'utiliser pour donc agrandir les vaisseaux sanguins et apporter plus d'oxygène aux muscles, mais il y a tout simplement dans la vie de tous les jours des gens qui utilisent les conduites dopantes, on va voir ce que c'est tout de suite, et donc utilisent du Viagra pour améliorer leur performance sexuelle. Alors, pour comprendre un peu plus ce qu'on va voir aujourd'hui, les conduites dopantes, c'est quoi? Alors, les conduites dopantes, c'est un comportement qui se passe en trois catégories. Alors, ces trois catégories qui sont en fait trois étapes. Il y a d'abord le facteur prédisposant, donc c'est propre au vécu de la personne et de ses fonctions biologiques. Il y a le facteur incitant et ensuite il y a le facteur déclenchant. Je vais vous donner un exemple pour simplifier un peu ça. Imaginons le facteur prédisposant, c'est vous êtes étudiant, vous avez des examens, des partiels à passer, vous êtes à la fac ou même vous avez le bac à étudier, ou pour les plus jeunes, vous avez le brevet des collèges, et vous n'êtes pas spécialement dans votre nature, dans votre éducation, vous n'avez pas spécialement une nature scolaire, donc vous n'allez pas étudier tous les jours. Donc à un moment, vous allez devoir vous mettre à étudier. Sauf que la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous préférez regarder Netflix ou mes vidéos, ou vous préférez tout simplement jouer à la PlayStation, ou vous préférez aller faire du vélo, c'est un bon exemple. Mais donc du coup, vous trouvez plein de choses pour ne pas étudier. À un moment, il est 23 heures, vous êtes dans votre lit, vous êtes fatigué, vous avez un examen, un contrôle le lendemain, et donc cet examen, ce contrôle, il va falloir le préparer. Le facteur prédisposant, c'est tout ce que je viens de dire à l'instant, en fait, d'accord? Donc c'est le fait que vous n'ayez pas biologiquement ou physiquement ou intellectuellement, vous n'avez pas les capacités qui vous ont permis de vous mettre dans les bonnes conditions pour réussir quelque chose. Le facteur incitant, ça va être le moment où vous allez vous dire, tiens, est-ce que je ne prendrais pas un Red Bull ou un café, ou beaucoup de café et beaucoup de Red Bull, pour pouvoir tenir éveillé? Est-ce que je ne le ferais pas ça? Est-ce que je ne serais pas en train de... Vous pensez en fait à prendre quelque chose qui pourrait améliorer votre performance. Et puis vient le facteur déclenchant, ça c'est la rencontre avec les deux premiers facteurs. Et donc le facteur déclenchant, c'est vous franchissez le pas, vous dites ok, je vais boire mon Red Bull, je vais prendre mon café pour améliorer mes performances. Donc c'est un petit peu complexe comme ça, mais donc les conduites dopantes, c'est vraiment partir d'un problème, essayer de trouver une solution non naturelle et puis à un moment passer le pas. Et donc c'est des choses qu'on peut retrouver dans le sport, par exemple avec un sportif qui lui se dit je ne suis pas assez performant parce que je n'ai pas des bonnes capacités biologiques, par exemple j'ai une VO2 max plus faible que certains autres coureurs, ou un taux d'hématocrit plus faible, ou peu importe, bref, un truc plus faible.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça? Si vous le faites de façon naturelle avec l'entraînement, ce n'est pas du dopage. Mais si vous commencez à penser à prendre quelque chose de non naturel, là vous êtes dans le facteur incitant. Et à partir du moment où vous franchissez le pas, c'est le facteur déclenchant. Le facteur déclenchant, ça peut être tout simplement quelqu'un qui vous parle de dopage. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « Ah mais t'inquiète pas, après la course, il suffit de prendre je sais pas moi, un antidouleur et c'est mieux pour la récupération. » Je tiens à dire que ce que je viens de dire est tout à fait faux. Prendre des antidouleurs nuit gravement à la récupération de votre corps. Donc, une fois qu'il y a eu ces 3 étapes-là, il y a une rationalisation de l'usager. C'est-à-dire que l'usager, il va se dire, c'est pas vraiment du dopage que je fais. Je suis en train de boire un Red Bull, je suis en train de boire un café, c'est pas du dopage. Et non, c'est plutôt pour pouvoir être dans le moule et être comme tout le monde, être au niveau. Et donc, les gens rationalisent le fait de se doper et donc, ont conscience qu'ils prennent quelque chose pour améliorer leur performance, mais sont aussi conscients et pour eux, ils disent qu'ils ne sont pas dopés. Et donc c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans le sport avec certains coureurs qui l'ont d'ailleurs dit, ou même certains sportifs qui ont d'ailleurs dit, mais en fait, oui, j'ai pris des produits, mais je ne me suis pas dopé, j'ai juste fait ce qui me semblait être juste pour être au même niveau que les autres. Et on verra plus tard on comprendra plus tard pourquoi ils en sont arrivés là. Donc, recherche de la perfection, zéro défaut, zéro risque. Et ben oui, si vous voulez pas avoir de défaut, il faut prendre des risques. Donc voilà, c'est la petite phrase du jour. C'est un sociologue qui l'a écrit, j'ai oublié son nom, mais on y reviendra plus tard. Et alors, je vous ai mis une petite phrase à droite, en bas à droite, avec cette statue hellénisque grecque. Donc, l'être parfait est logiquement possible. C'est un sociologue qui s'appelle Leibniz qui a dit ça au XVIIe siècle. Et donc, oui, il est toujours possible de se perfectionner. Et donc, on arrive à se poser la question à partir de quel moment, enfin, jusque quand, jusque où l'humain va aller pour tenter de se perfectionner. Et petite anecdote sur les statues hellénistes, c'est des statues grecques qui représentent en fait la perfection de l'homme, comme vous avez ici en image. Des exemples de dopage au quotidien, les Red Bull. Alors effectivement, si vous prenez un Red Bull juste pour le boire comme ça, juste parce que vous aimez bien le goût, ce n'est pas du dopage. Mais les éléments que j'ai mis ici, ils deviennent du dopage à partir du moment où il y a conduite dopante. Donc on a vu les conduites dopantes juste avant. Donc utilisation de conduite dopante plus ces produits égale dopage. Utilisation de ces produits sans conduite dopante n'égale pas dopage. Par exemple, tu prends un Red Bull sans conduite dopante, tu aimes bien juste le goût. Tu bois un Red Bull, pas de problème. Tu bois un Red Bull pour être plus performant, que ce soit pour ton sport, attention, très dangereux de boire un Red Bull avant le sport, ou tout simplement pour pouvoir mieux étudier, c'est du dopage. Pareil avec le café, pareil avec le Xanax, pareil avec les antidouleurs, avec la cigarette, avec les vitamines. Quelqu'un qui prend de la vitamine alors qu'il n'est pas en carence, et qu'il le prend en se disant oui mais c'est pour être en meilleure santé, c'est pour être en meilleure forme, c'est pour être plus performant, on rentre dans une conduite dopante, donc c'est considéré comme du dopage. Là je remets dans le contexte, on est en train de parler hors du sport, hein, mais évidemment il y a des produits qui font le pont entre sport et non sport. Alors on va passer à un sujet suivant, qui est un sujet qui je pense va fortement vous intéresser, on va débuter en tout cas ce sujet, c'est les solutions contre le dopage. Donc quelles sont les solutions contre le dopage dans la vie de tous les jours et quelles sont les solutions contre le dopage dans le sport. Alors, il faut savoir qu'il y a 3 secteurs d'intervention. Il y a la prévention, la lutte contre le dopage et la prise en charge de sportifs qui se sont déjà dopés. Donc c'est le rôle des agences nationales et internationales, comme l'Agence mondiale antidopage ou l'AFLD, donc c'est l'Association française de lutte contre le dopage. Il y a son équivalent en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, un peu partout. Donc il y a un peu des fédérations qui s'occupent du dopage un peu partout. Donc eux, ce qu'ils font, c'est la prévention, la lutte contre le dopage et la prise en charge des sportifs. Les fédérations, donc quand on parle des fédérations maintenant, c'est les fédérations sportives, donc par exemple la FFC pour les Français, la RLVB pour la Belgique, ou alors tout simplement la NBA, la FIFA, etc. Donc les fédérations, elles ont des pouvoirs disciplinaires, donc c'est elles qui vont mettre des sanctions aux sportifs qui se sont dopés. Et c'est elles aussi qui vont surveiller les sportifs, et là on revient donc à quelque chose dont on avait discuté dans les commentaires avec certains, c'est le fameux carnet biologique. Donc en fait c'est un carnet qui est mis en place pour surveiller les sportifs. Je ne fais pas des guillemets parce que c'est faux, ils surveillent vraiment les sportifs. Donc vous avez un carnet en fait dans lequel toutes vos prises de sang, tous vos tests, tous vos relevés médicaux, vos lieux où vous êtes partis en stage, etc. sont indiqués. Et donc c'est pour permettre en fait d'avoir un suivi et d'éviter qu'il y ait des incohérences au niveau des tests antidopage. Donc voilà, donc ça les fédérations elles s'occupent de ça en général.
Il y a des antennes médicales de prévention contre le dopage qui sont financées par le service public, en tout cas en France et en Belgique c'est financé par le service public, qui répondent en fait à des missions essentielles qui sont le soin aux sportifs qui ont eu affaire au dopage, donc essayer de les aider à sortir du dopage, le conseil, donc conseiller les sportifs et leurs entourages et les fédérations, donc en fait c'est de la prévention. La recherche, on verra plus tard que la recherche, en fait, c'est une course inégale. Les fédérations et l'Agence mondiale antidopage, c'est un peu une deux chevaux contre une Ferrari. Forcément, ils sont financés par le secteur public en grosse partie, alors que la recherche pour le dopage est financée par des secteurs privés qui ont beaucoup de moyens et donc ça va beaucoup plus vite. C'est toujours un déséquilibre qui malheureusement existe. Et alors, les structures, elles ont pour rôle de garantir l'anonymat et la reconstruction des sportifs qui se sont dopés. Donc, en fait, elle a pour but, en fait, si jamais vous vous êtes dopé, il y a des sportifs qui se sont dopés, qui commencent à avoir des pépins physiques parce que c'est très dangereux le dopage, ou qui ont des remords et qui vont donc essayer de sortir du dopage. Et donc, les fédérations seront là également pour les aider à sortir du dopage de façon anonyme. Il y a cependant quelques dopages, non, il n'y a pas quelques dopages à la lutte, il y a quelques soucis, quelques problèmes sur la lutte antidopage. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place après que l'athlète se soit dopé. Les recherches antidopage, comme je le disais avant, c'est une course d'une voiture 2 chevaux, donc les fédérations et les agences antidopage contre des Formule 1 qui sont les équipes et les recherches médicales, pharmaceutiques qui permettent de doper le corps et qui eux sont clairement des Formule 1. Et ensuite, il y a quelque chose qui n'est pas un problème, mais qui est, et ça c'est totalement mon avis, et c'est pour ça d'ailleurs que je fais ces vidéos, c'est que pour moi, je pense que la prévention chez les jeunes est la seule solution viable actuellement, et je pense que les fédérations l'ont très bien comprise. Et c'est ce que j'essaye de faire ici. On parle du dopage du côté sciences sociales, mais ce que je vais essayer de vous faire comprendre, et on le verra après, c'est que le dopage c'est quelque chose qui peut être très dangereux et qu'il faut essayer d'éviter de tomber dans les conduites dopantes. Alors, on va s'arrêter là pour cet épisode. C'est un épisode du coup qui j'espère vous aura intéressé. Le prochain épisode, on parlera vraiment purement des sciences sociales pour expliquer le dopage, comment on en arrive là. Il y a plein de choses qui font qu'on peut en arriver là. Nous, on va s'attarder sur 2 choses que vous découvrirez du coup dans la prochaine vidéo. Donc, ce sera dimanche prochain. Mais j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas donc à poser tes questions en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu. N'hésite pas à venir sur Instagram pour me poser des questions. Je rappelle que l'espace commentaire est un espace libre où tout le monde a droit à la parole et a le droit à pas être d'accord avec les autres tant qu'on le fait dans le respect, en politesse et avec une orthographe compréhensible et lisible. Donc je vous souhaite à tous une excellent début de semaine du coup, vu qu'on est déjà dimanche. Moi je vais tourner la suite directement de cette vidéo, donc j'aurai pas l'occasion de voir vos commentaires directement. Mais je vous fais des gros bisous. Salut les amis.